Il est, à l'heure actuelle, paradoxalement inhabituel de voir un filet de pêcheurs dans un pays où il y a du poisson en abondance. Un pays où pendant des siècles, la religion bouddhiste a offert à son peuple une foi pratique et où la majorité de la population a pu vivre en paix dans des villages où il y avait toujours suffisamment à manger. C'est le Cambodge, le Kampuchéa, le pays des Khmers. Au cours des dernières années, le pays a traversé la plus terrible période de souffrance de toute son histoire. On ne saura jamais avec certitude combien de Khmers ont été tués. Plus d'1 million peut-être, dont de nombreux enfants. Ceux-ci sont les chanceux. Ils ont survécu, tout juste. Il y a des dizaines de milliers d'enfants comme ceux-là au Kampuchéa aujourd'hui, sans parents, sans toit, sans nourriture. C'est dans les villes et les villages que l'on peut voir d'une façon incontestable la manière dont le pays a été dévasté. Battambang, située dans le nord-ouest du pays, était une ville prospère et florissante de plus de 500 000 âmes. Puis ce fut 1975, l'année où tous les habitants furent tués ou obligés d'abandonner leur foyer. Battambang devint alors une cité fantôme. En 1979, lorsque le régime changea, le Comité international de la Croix-Rouge commença des négociations avec les nouvelles autorités de Phnom Penh. L'objectif, lancer un programme de secours pour les Khmers. Finalement, quelques représentants du CICR et de l'UNICEF reçurent l'autorisation d'établir un bureau dans la capitale. Mais étant donné que l'infrastructure du pays avait été complètement détruite, leur tâche n'allait pas être facile. Un des premiers délégués du CICR à arriver à Phnom Penh fut Peter Baltensberger. Nous avons tout d'abord dû nous installer. Nous avons eu la chance d'avoir 2 bicyclettes. Sinon, il aurait fallu que nous effectuions tous nos déplacements à pied. Je me souviens, au début, il a fallu que nous écrivions une lettre au ministre des Affaires étrangères. Nous nous sommes alors rendus compte que nous n'aurions jamais de réponse, car il n'y avait pas de machine à écrire ou de papier au ministère. Nous avons donc dû leur fournir du papier, des crayons, une machine à écrire, et ainsi de suite. Pendant des décennies, les plaines fertiles du Kampuchéa ont produit de riches récoltes. Il y avait suffisamment de riz pour alimenter toute la population, et il y en avait aussi pour l'exportation. Mais maintenant, les systèmes d'irrigation ont été détruits et il y a une sérieuse pénurie de graines et la plupart des terres qui étaient cultivées par le passé n'ont pas été ensemencées. Le résultat, une récolte de riz qui n'est qu'une infime partie de la production normale, ce qui oblige les Khmers à passer le plus clair de leur temps à chercher de la nourriture. Aujourd'hui, au Kampuchéa, le problème de la mise en opération d'un programme d'aide alimentaire efficace, même au niveau le plus élémentaire, est vraiment rebutant. Le transport des marchandises sur les grandes routes est très difficile et très lent. On ne peut pas aller à plus de 40 km/h, ce qui signifie que les camions ne vont que 2 fois plus vite que les bicyclettes. Et sur des centaines de kilomètres, ceci pose un problème. Certains ponts ont été réparés avec des morceaux de bois, de telle sorte que les camions ne peuvent passer qu'avec la moitié de leur chargement normal. Nous en sommes donc venus à la conclusion que le transport par voie d'eau et par chemin de fer est d'un intérêt primordial. Mais en ce qui concerne les chemins de fer, il y a bien quelques locomotives diesel, mais pas en nombre suffisant. Un grand nombre ont été détruites et nous sommes en train d'essayer de mettre au point un programme de réparation. Combien de temps vous pensez ça dure? Il y a aussi quelques locomotives à vapeur fabriquées en Europe en 1912. Maintenant, les gens ramassent du bois pour pouvoir les utiliser. Le système de transport détruit du Kampuchéa
signifie que même lorsque le CICR et l'UNICEF obtiennent le soutien total des autorités, il est extrêmement difficile d'apporter l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Les organismes de secours tentent maintenant d'établir un programme permettant à chaque enfant de recevoir au moins un verre de lait par jour, mais les progrès sont très lents. La pénurie de médicaments est aussi sérieuse que celle d'aliments et le personnel du CICR inspecte les hôpitaux du pays afin d'établir la liste des besoins spécifiques. Est-ce qu'on peut aller regarder ce qu'on a apporté avec monsieur pour lui expliquer? Oui. Oui. Le CICR et l'UNICEF lancent aussi un programme d'alimentation complémentaire, spécialement pour les enfants et les malades dans les dispensaires et les hôpitaux, fournissant du lait, du sucre, de l'huile et de la farine enrichie. Il est extrêmement difficile de trouver des Khmers ayant une expérience quelconque de la médecine. Ce jeune homme avait étudié pour être anesthésiste. Maintenant, il a les fonctions d'un chirurgien. Dans l'anesthésie générale et comme personnel des blocs opératoires. Il y a 160 hôpitaux et dispensaires et 1 millier de postes de première urgence au Kampuchéa. Mais sous le régime précédent, tous les médicaments avaient été détruits. Le matériel rendu inutilisable dans les hôpitaux et la plus grande partie du personnel médical porté disparu. En 1975, il y avait plus de 500 médecins au Kampuchéa. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 50 pour soigner toute la population. Étant donné que tout manque au Kampuchéa, un nombre croissant de Khmers se sont réfugiés dans le pays voisin, la Thaïlande. Des gens, comme cette femme qui a donné naissance à son enfant alors qu'elle tentait désespérément de passer la frontière. Des centaines de milliers de Khmers se trouvent maintenant dans des endroits comme celui-là. Certains d'entre eux se trouvent en sécurité dans des centres établis en territoire thaïlandais. D'autres sont dans d'immenses camps qui continuent de croître sans limite bien définie, avec une population dont le nombre varie constamment. Cela signifie qu'ils sont non seulement dans la zone dangereuse de combat, près de la frontière, mais aussi qu'il est impossible de savoir combien il y a de personnes déplacées à un moment donné. Certaines d'entre elles restent un jour ou deux, la plupart beaucoup plus longtemps. Mais une chose est certaine, elles veulent toutes pouvoir retourner chez elles un jour ou l'autre. Le CICR a obtenu un soutien remarquable de la part des sociétés nationales de la Croix-Rouge dans l'exercice de ses responsabilités de coordination de toute l'aide médicale des camps. Des médecins, des infirmiers et des experts en matière d'alimentation sont venus ici, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Canada, du Japon, des États-Unis et des pays européens, ainsi que du pays hôte lui-même, la Thaïlande. Tous les matins, les délégués font leur rapport au camp de base du CICR, situé près de la frontière. Les équipes médicales se rassemblent à la pharmacie centrale où tous les médicaments de la Croix-Rouge sont entreposés. Des hommes et des femmes du monde entier qui ont répondu à l'appel à l'aide pour mener à bien une importante opération humanitaire. Ils chargent maintenant tout ce dont ils risquent d'avoir besoin pour faire face aux cas d'urgence avant de partir dans toutes les directions pour atteindre les différents camps. Une des nombreuses difficultés auxquelles les organismes de secours doivent faire face est qu'il est impossible d'utiliser les routes qui traversent la frontière du Kampuchéa. Mais du côté thaïlandais de la frontière, le CICR et l'UNICEF organisent des convois pour livrer du riz très attendu dans les camps frontaliers. Des représentants de l'agence centrale de recherche du CICR visitent régulièrement les camps, apportant des lettres de parents vivant à l'étranger à quelque individu chanceux. Mr. Molivan. Molivan. Non Chamrun. Non Chamrun. Monsieur Taihu. Kakuyu. Hip Kem Sin. Ban Samet. Et puis là, Liang Hung.
Kakuyu, il est ici? Ah. Pas Kakuyu. Maintenant, Madame Samuk Kali. Liang Sita. Monsieur Tan Teng Ho. Pour les sans-abri dans ces régions, les délégués de la Croix-Rouge représentent le seul lien avec un autre monde. Ils espèrent toujours que ces derniers apporteront des nouvelles d'amis ou de membres de la famille, ou alors qu'ils seront capables de retrouver les membres de la famille qui ont disparu ou ont été séparés pendant les combats. Ils sont arrivés ici ou bien vous êtes dispersés Les pour... 65 familles, ce n'est pas 603. 65 familles, oui. 65 familles. Vous êtes partis ensemble ou bien vous êtes tous arrivés ici ou vous êtes dispersés? Je ne sais pas. Peut-être ils sont dispersés. Ma famille est très pauvre dans mon pays aujourd'hui. Mon père est malade, ma mère est malade, et je veux leur apporter des médicaments et du riz. Mais je n'ai pas d'argent pour acheter ces choses. C'est pourquoi je suis venu ici. C'est avec patience que l'arrivée des camions est attendue à un des points de distribution le long de la frontière. Mais aujourd'hui, quelque chose ne va pas. Ils attendent. Et attendent. Et puis, soudainement, on comprend pourquoi il y a du retard. Non loin, aux abords d'un camp, une certaine activité militaire a lieu. On ne sait pas pourquoi les combats ont commencé. En tout cas, pour les victimes, ça n'a pas d'importance. Pour eux, ce n'est qu'un bouleversement de plus dans leur vie si tragiquement disloquée. Les délégués de la Croix-Rouge attendent le feu vert des autorités militaires pour aller voir s'il y a des victimes qui ont été abandonnées. D'autre part, les réfugiés montent dans les camions et les autobus qui ont été rapidement mis à leur disposition pour les transporter dans un endroit plus sûr et vers une nouvelle étape de leur existence déracinée.
La frontière entre la Thaïlande et le Kampuchéa est à la fois longue et mal définie. Lorsqu'on se dirige vers le sud, le paysage change. Mais le principal problème pour la Croix-Rouge internationale reste le même. Le sort des sans-abri, des affamés et des malades. Ici, à Kamput, le coordinateur médical vient de la Croix-Rouge finlandaise. Il s'agit du docteur Koskela. Au début, il y a eu de nombreux cas dans lesquels nous n'avons rien pu faire. Et nous avons perdu des malades à cause de la malaria et à cause de la malnutrition. Ce bâtiment est une école que nous avons transformée en salle d'hôpital. Et puis nous avons installé une salle d'opération de campagne à côté. La salle d'opération et les autres services se trouvent à l'intérieur de la tente. La frontière est très proche de ce camp. Il y a des combats tous les jours dans cette région. Et nous recevons constamment des blessés de guerre, civils et militaires. On nous a demandé de planifier et de superviser la construction de ce camp. À l'origine, il devait recevoir 20 000 personnes seulement. Mais au cours des dernières semaines, on nous a informé que le nombre des réfugiés était peut-être passé à 40 ou 50 ou même 60 000. On oublie quelquefois que l'arrivée en masse des réfugiés du Kampuchéa en Thaïlande a énormément perturbé l'existence de quelques 200 000 Thaïlandais qui habitent dans les villages le long de la frontière. Le programme de secours leur apporte donc maintenant une aide de base. De nombreuses organisations de secours aident les autorités thaïlandaises à faire face à l'arrivée massive de gens. La Haute Commission des Nations Unies pour les réfugiés assume la responsabilité de l'administration de cet immense centre à Khao I Dang. Le CICR est responsable du programme médical. Le camp couvre une superficie de 4 km² sur un territoire donné par le gouvernement thaïlandais. Plus de 100 000 réfugiés se trouvent à l'intérieur du camp et d'une façon ou d'une autre, Khao I Dang devient rapidement une grande ville bien organisée. Les équipes médicales de la Croix-Rouge doivent être prêtes à s'adapter rapidement à toutes sortes de situations. Une équipe de la Croix-Rouge allemande effectue un safari quotidien en direction d'une clairière située à la frontière où un petit nombre de Khmers, malades et affaiblis, la plupart des femmes, viennent se faire soigner. Lorsque nos équipes ont commencé à venir ici, elles ont trouvé plus de 300 personnes qui souffraient de la malaria. Presque tout le monde avait des fièvres périodiques et elles souffraient toutes de malnutrition. Elles n'avaient pas eu de provisions depuis longtemps. Nous avons donc commencé par leur apporter de la nourriture et par construire des salles d'hôpital pour celles qui étaient très gravement malades. Vous lui demandez pourquoi elle vient me revoir. Une béquinine transitoire. Mais ça sur un présentoir. Maintenant, ils ont des infirmiers qui accompagnent les malades ici et petit à petit, ils mettent au point un système qu'ils peuvent opérer eux-mêmes. Il est impossible de calculer avec précision combien de Khmers vivent maintenant dans la zone frontalière. À un moment donné, il y en avait plus de 800 000. Comme toujours dans de telles conditions, il y a la crainte d'épidémie, ce que les équipes médicales tentent à tout prix d'éviter. Les priorités resteront pendant longtemps les soins médicaux et l'approvisionnement alimentaire pour les sans-abri.
The next one will come here, but it's special for this one. It's for the medicine. And the hospital is very close to the bridge, so it will be better to unload the medicine in near the temple. I tell him. Huh? I tell him. Okay. Presque toute l'alimentation est fournie par le Programme mondial d'aide alimentaire et sa distribution est organisée par le CICR et l'UNICEF. Mais les problèmes de distribution près de la frontière ne sont jamais simples et très souvent dangereux. Une fois, un convoi a été attaqué par un groupe d'hommes armés et en même temps, de nombreux réfugiés ont été tués ou blessés. Et les salles d'hôpital du CICR dans le camp ont été pillées et brûlées. La distribution des aliments a dû être arrêtée pendant quelque temps dans certains camps. Certains ont fait plus de 60 km à bicyclette ou à pied pour venir chercher du riz pour leur famille qui se trouve au Kampuchéa. Maintenant, ils doivent effectuer le même trajet avec des chargements pouvant aller jusqu'à 75 kg. C'est une des ironies de la situation à la frontière qui permet aux Khmers de rentrer chez eux en empruntant les courts chemins que les agences de secours ne peuvent pas utiliser. Les seuls produits alimentaires et médicaments qui arrivent dans la capitale du Kampuchéa d'une façon régulière sont envoyés de Bangkok à Phnom Penh par voie aérienne. Je crois que le monde extérieur n'a aucune idée et ne peut pas vraiment s'imaginer comment la vie est ici. J'étais dans le port lorsque le premier bateau de secours est arrivé. Les ouvriers du port ont dû apprendre à mettre les cordes autour des sacs pour les décharger du bateau. Nous avions également amené des camions. Les gens sont très rapides, mais ils doivent quand même apprendre. Et cela prend du temps. Cet exemple se retrouve partout. En effet, après plusieurs années de guerre et de problèmes, il y a très peu de gens spécialisés maintenant. Voyez-vous, au début, nous pensions que le nouveau gouvernement tentait de s'installer le plus rapidement possible. Nous n'avons pas à juger la manière ou le genre du système, mais nous vivons dans ce système. C'est toute la question. L'autre question est que nous avions l'impression qu'ils ne connaissaient pas vraiment le CICR et qu'ils ne comprenaient pas réellement nos objectifs. Que nous ne travaillons pas pour le compte d'un gouvernement ou d'un autre, mais que nous travaillons uniquement pour le soulagement de la souffrance des victimes. Pour pouvoir continuer sa tâche humanitaire, le CICR doit démontrer en permanence son impartialité et sa neutralité à toute épreuve. C'est seulement de cette façon qu'il peut espérer continuer à être crédible et parvenir à protéger et à aider tous ceux qui en ont besoin dans n'importe quelle partie du monde.